Bienvenue à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Vosges Télé, Moselle Télé et Canal 32. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale enregistrée ce mercredi 15 juin au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à l'occasion de la 6e édition de Viva Technology, le plus grand salon européen dédié à l'innovation et aux startups. Les startups du Grand Est, justement, elles sont très bien représentées ici et la région était aussi présente avec un stand. Je vous propose d'aller d'ailleurs tout de suite rencontrer Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Et tout de suite après, comme d'habitude, nous vous ferons découvrir de belles dynamiques et initiatives d'entreprises recueillies ici même, mais aussi au travers de reportages tournés dans le Grand Est. Suivez-moi. Président Rotner, pourquoi la région Grand Est est-elle présente sur ce salon Viva Technology ? Écoutez, Viva Technology, c'est juste le salon, comme on dit, THE salon, en France et en Europe aujourd'hui autour de l'innovation et de la présence des startups. Vous avez toutes les grandes entreprises, ça va de L'Oréal à la SNCF, et toutes les régions sont présentes ici parce que nous poussons nos écosystèmes, nous les mettons aujourd'hui sur le devant de la scène, même pas derrière la vitrine, nous les mettons en vitrine. Parce qu'elles travaillent, parce que nous les soutenons, parce que nous avons des incubateurs, un réseau d'incubateurs. Tout cela, c'est la concrétisation d'un accompagnement, plusieurs millions d'euros d'ailleurs, près de 60 millions d'euros, simplement pour les aider à démarrer, impulser le démarrage. Vous savez, quand on est créateur, on doute, on ne sait pas trop si vraiment le marché est mature. Nous avons tout un écosystème d'accompagnement pour permettre à ces jeunes ou moins jeunes, parfois, parce que ce n'est pas que des jeunes qui créent des startups, d'être accompagnés, d'arriver sur le marché avec un business plan qui soit un business plan vivable. C'est ça l'intérêt. Et avec, dernière question, avec aussi, vous parlez d'écosystème, avec des relations étroites entre les universités et aussi cet univers des startups. Alors, malheureusement, pas suffisamment. Et on travaille là-dessus. Il y a les universités et les startups, mais il y a aussi le monde privé qui doit investir dans la recherche et le développement, et on n'est pas forcément la région la plus performante là-dessus. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est aux entreprises, PME, PMI, les ETI, les grands groupes, mais aussi les artisans, les agriculteurs. Chacun doit investir aujourd'hui dans la recherche et le développement. C'est fondamental parce que ça pousse un écosystème et ça l'oblige à être innovant et à avoir justement cette capacité d'être identifié comme une région, un territoire où les choses se passent. C'est comme ça qu'on porte une ambition. Merci Président. Alors on va voir quelques belles réussites, quelques belles initiatives de cet écosystème au cours de cette émission. À tout à l'heure. On part tout de suite en Moselle où la start-up MCVE Technology créée en 2019 développe l'impression électronique de composants, un procédé mis au point avec la collaboration du CEATech de Moselle, de Metz, et labellisé l'an dernier par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les applications industrielles sont nombreuses dans de nombreux secteurs comme le bâtiment, l'automobile ou encore l'énergie. Et une usine de production devrait voir le jour d'ici 2 ans à Metz. Je vous propose de regarder les explications dans ce reportage signé Jean Milon et Chloé Gaillard pour Moselle Télé. Voici la pâte Eoprom, une substance à base de cuivre. Cette encre, on peut l'imprimer par différents procédés. Ici, on a par exemple de l'impression numérique. On va utiliser une seringue, une aiguille pour pouvoir imprimer les motifs désirés. Autre méthode pour appliquer cette pâte, la sérigraphie ou la pulvérisation. L'utilité de ce process est de produire des tissus intelligents capables de détecter des défaillances dans les matériaux. On va avoir des fonctions intégrées au cœur du composite. On va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une fonction chauffage, par exemple, donc faire du dégivrage pour les pales d'éoliennes. Lorsqu'elles sont à l'arrêt, elles se chargent en glace et évidemment, ça impacte leur rendement. Si elles sont constamment dégivrées, on peut tourner tout de suite. L'autre exemple, ça peut être les ailes d'avion. Chaque fois aujourd'hui qu'un avion atterrit au sol en période hivernale, on l'immobilise pour mettre un certain produit. Là, on pourrait directement rendre l'avion opérationnel dès son atterrissage. À terme, MCVE Technology compte fournir les marchés du bâtiment, de l'automobile et de l'énergie. Avec pour l'instant 6 employés, la start-up créée en 2019 souhaite dans les 2 prochaines années passer un cap. Objectif : installer une usine dans la région messine pour produire à grande échelle ces composites intelligents. Réduire l'impact écologique et œuvrer à la souveraineté énergétique, comme le fait MCVE, c'est aussi le défi que s'est lancé une autre start-up mosellane, GreenTech Innovation, créée en 2020
et implantée à la Technopole de Metz. Elle a mis au point des cellules photovoltaïques à haut rendement et elle commercialise avec succès déjà des lampadaires solaires connectés qui fournissent à la fois de la lumière mais aussi de l'énergie. Je vous propose d'aller à la rencontre de David Shkiri, le fondateur et le président de GreenTech Innovation. Suivez-moi. David Shkiri, quelle est la genèse et aussi le concept de l'activité de GreenTech Innovation? La genèse est démarrée du fait qu'on souhaitait être un acteur de l'environnement, un acteur en fait opérationnel et de pouvoir démontrer qu'on pouvait effectivement faire de la performance économique mais tout en étant engagé vis-à-vis de l'environnement et aussi d'une brique solidaire. Alors le produit il est très technologique parce que vous l'avez mis au point d'ailleurs avec des collègues chercheurs comme vous, à Saclay, même je crois à Casablanca. Et ça a abouti à quoi? À des capteurs, non pas des capteurs, à des cellules photovoltaïques, c'est ça? En fait exactement. On a travaillé sur un modèle de cellules photovoltaïques à haut rendement. Alors qu'est-ce qu'on appelle haut rendement? Pour nous effectivement c'était de pouvoir permettre à des zones d'implantation telles que le Grand Est ou le Nord, de pouvoir aussi bénéficier des avantages du photovoltaïque. Alors vous fabriquez finalement avec ces cellules photovoltaïques des luminaires, des lampadaires qui sont à la fois autonomes et connectés et qui fournissent non seulement de l'électricité mais aussi de l'énergie. Exactement. Ces cellules photovoltaïques en fait, permettent d'avoir un rendement qui est de 22% supplémentaire par rapport au rendement conventionnel. Ce qui nous a permis sur la très petite surface des luminaires de pouvoir avoir une solution qui était autonome énergétiquement. Et on a tellement bien travaillé qu'on dégage du surplus énergétique, ce qui nous permet de pouvoir réinjecter dans un premier scénario le surplus énergétique dans le réseau et donc de créer de l'éclairage public qui devient un poste de recette pour les collectivités ou, deuxième scénario, de pouvoir en fait réfléchir ce surplus énergétique vers d'autres objets connectés, tels que la vidéosurveillance, des capteurs de qualité d'air, de l'affichage dynamique. Qui pourraient être sur ces lampadaires. Exactement. Et alors je suppose mais évidemment que ça a très bien marché pour les collectivités, elles ont dû être très intéressées très vite. En fait, l'intérêt était immédiat et avec la géopolitique et surtout le contexte économique que l'on connaît aujourd'hui, avec les augmentations notamment de l'énergie, ça devient juste une évidence. Pourquoi? Parce que les retours sur investissement dans notre belle région de Grand Est, on est sur 3 ou 4 années de retour sur investissement pour des retours sur investissement photovoltaïques qui étaient il y a quelques dizaines d'années, plutôt aux alentours de 14 ou 15 années. Alors une dernière question sur un autre défi, celui de la croissance. Oui. Ça marche très fort, à tel point que vous avez quand même des projets de développement fort intéressants. Écoutez, ça marche très fort et si bien qu'on est allé plusieurs fois maintenant en fait, sur le continent nord-américain et on a en fait en projection un futur bureau en fait, représentatif dès cette année à San Diego, sur la Californie, et dès l'année prochaine, le premier outil en fait, industriel qui va nous permettre en fait, de pouvoir à la fois contenter nos collectivités et le marché en fait, national et européen, et demain de repenser aussi à un développement vis-à-vis du marché nord-américain. Alors on vous souhaite toute l'énergie qu'il faut pour créer ça. C'est très gentil. Merci beaucoup. On va maintenant partir dans les Vosges où le pôle UIMM de Sainte-Marguerite va bientôt déménager en s'agrandissant pour s'installer à Saint-Dié à la rentrée prochaine. Et bien pour préparer ce déménagement et placer les futures machines dans les nouveaux locaux, les étudiants ont pu utiliser des lunettes de réalité mixte, des lunettes très innovantes avec d'ailleurs bien d'autres usages, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Anne Colombel et Hélène Leplat pour Vosges Télé. Nathan ne fait pas du mime, il est à l'UIMM de Sainte-Marguerite, un pôle formation au métier de l'industrie. Et s'il a des gestes étranges, c'est qu'il porte des lunettes de réalité mixte qui lui font voir des sortes d'hologrammes en plus de la réalité. Ces lunettes à près de 4 000 € l'unité sont reliées à un ordinateur accroché derrière la tête, lui-même connecté à un ordinateur classique qui permet de comprendre ce que voit l'utilisateur qui peut interagir avec cet environnement virtuel. C'est une nouvelle technologie où on a des nouvelles sensations en fait.
On connaît la réalité virtuelle, on connaît un peu la réalité augmentée. On a pu le voir dans Snapchat par exemple, qui ont été un peu les premiers réseaux sociaux à intégrer de la réalité augmentée avec des stickers, etc. Et là en fait on est sur quelque chose de nouveau. C'est de la réalité mixte, on va pouvoir manipuler des hologrammes, jouer avec notre espace de travail, on va pouvoir organiser son espace de travail tout en manipulant des choses et en prenant du plaisir en fait dans notre formation. Une technologie qui permet de se dispenser par exemple des affichages sur les machines, du cahier de cours ou du manuel d'utilisation, mais aussi utile dans le domaine de l'architecture. Et en l'occurrence, ces apprentis l'ont testé pour aménager virtuellement le futur local de l'UIMM. En septembre prochain, la formation de Sainte-Marguerite sera dispensée en centre-ville de Saint-Dié, en lieu et place de la friche SDMA Industrie. 7 tonnes de machines seront déplacées, alors mieux vaut être certain de l'emplacement. Et sur ce nouveau centre, on va accueillir des apprentis, des demandeurs d'emploi et des salariés d'entreprise dans notre filière actuelle qui est l'usinage et l'outillage, mais demain également dans des nouveaux métiers qui seront la production et la plasturgie. Ce déménagement s'inscrit dans le projet Cœur de ville de Saint-Dié. Le Conservatoire des Arts et Métiers, l'INSIC, le CIRTES formeront une sorte de campus étudiant. Une façon aussi pour l'UIMM, qui n'arrive pas à satisfaire toutes les offres des entreprises, d'être plus visible et si possible d'attirer davantage de jeunes. Avec les lunettes de réalité mixte, on va rester dans l'univers de l'image avec Aquilae, une start-up créée en 2017 à Troyes et éditrice de logiciels un peu particuliers. En effet, Aquilae met l'intelligence au service de l'analyse vidéo, un outil devenu stratégique pour certains secteurs comme la logistique ou l'industrie. On va en détailler les usages avec son responsable commercial, Jean-Philippe Texier. Suivez-moi. Jean-Philippe Texier, éditeur de logiciels, c'est quoi exactement pour cette activité de l'image, de la surveillance vidéo? Alors, on est éditeur en effet de logiciels, spécialisé sur l'analyse vidéo. L'idée, c'est de proposer un outil d'aide à la décision au client, en se basant sur ses caméras. L'idée n'est pas de réinventer, c'est déjà de prendre les flux vidéo qu'il nous donne. Si on a besoin d'autre chose, d'autres caméras, on va le conseiller sur un rajout et sur vraiment différents sujets, de la sûreté, ce qui a été l'origine de la société, mais également toute une partie logistique pour aider au traitement des litiges en suivant les palettes dans les entrepôts, et également sur la partie industrielle où on va faire du contrôle qualité pour le client. Et là, c'est assez large et c'est vraiment de la prestation de service. On va adapter la solution aux besoins du client. Oui, parce que là, par exemple, pour voir un défaut sur un tissu, la caméra et l'analyse vidéo qui est derrière est plus performante que l'œil humain. Exactement, mais elle est aussi plus performante qu'une caméra de sécurité qu'on aurait utilisée pour faire de la détection intrusion par exemple. Alors un gros marché, c'est la logistique. Pourquoi? C'est pour pouvoir flécher ou retrouver un colis par exemple? C'est ça, c'est pour aider. Alors, flécher oui, mais surtout aider l'opérateur à retrouver son colis. C'est un outil d'aide à la décision, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment d'aider l'opérateur qu'il aille très vite. Parce que classiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va se relire plusieurs vidéos, il doit changer de caméra en caméra pour regarder où il est son colis. Là, nous, on lui fait le tracé global. Il a sur une interface directement les champs de vision. Il a tout de suite la conclusion, il sait par où le colis est passé et dans quel état il était. Mais en plus, il peut tracer son cheminement tout au long de sa vie en fait, dans l'entrepôt pour comprendre ce qui s'est passé dessus. Alors vous avez aussi des axes de développement au-delà des secteurs que vous citez tout à l'heure. Au-delà de la France, vous vous intéressez à l'étranger? Tout à fait. Alors on est sur une levée de fonds là avec potentiellement un partenaire belge, donc avec une ouverture sur la Belgique, mais également une volonté, et ça a été un accompagnement de la CCI et de la région, pour se développer sur l'international. Donc on a décidé de commencer proche de chez nous, c'est classique. Donc d'abord sur l'Allemagne et la Pologne pour la partie industrielle et logistique. Suisse et Turquie également dans le même créneau. Et puis une fois qu'on se sera bien fait les mains et les dents sur ces sujets-là, et de pouvoir aller, on a encore une demande ce matin pour aller sur l'Asie, mais on va d'abord se concentrer proche de chez nous. Et à chaque fois, vous essayez d'avoir des partenaires qui sont des intégrateurs de surveillance vidéo, par exemple. Tout à fait. L'idée, c'est pas d'ouvrir tout de suite un bureau à l'étranger, c'est justement de pouvoir avoir un intégrateur qui va porter, qui connaît le métier, qui connaît le pays, et donc qui connaît la pratique du pays qu'on n'a pas forcément, et nous d'apporter notre savoir-faire, notre connaissance
technique, on va dire, et lui la connaissance commerciale du client. Jean-Philippe Texier, on va rester pour la prochaine séquence dans l'Aube, à la Technopole, précisément là où vous êtes vous-même implanté, mais on va changer totalement d'univers avec la jeune entreprise La Petite Madeleine qui a lancé il y a tout juste un an une marque de savon et de parfum non genré, made in Champagne, avec des produits 100% français. Une belle innovation que nous raconte Marie Urpeau dans ce reportage de Canal 32. Stimuler ses souvenirs grâce à une odeur, c'est le pari que s'est lancé Guillaume Dufay en créant sa marque de savon et de parfum. Après avoir travaillé pour des grands parfumeurs, il a souhaité prendre son indépendance. Alors la Petite Madeleine, elle est née d'un constat, on va dire, simple. Je ne me retrouvais plus vraiment dans les produits, on va dire, cosmétiques et parfumés. Je trouvais qu'on était plus sur des approches d'égérie, de grosses marques. Et finalement, on perdait un petit peu l'essentiel du produit qui est la sensation, le souvenir, l'émotion. Et c'est à partir de là que La Petite Madeleine est née. Donc c'est un petit clin d'œil à Marcel Proust et cette sensation du souvenir. Et on a cherché différentes matières premières, différentes histoires à raconter pour La Petite Madeleine. Le marché du parfum est concentré surtout à Paris. Le choix de s'installer à Troyes a été motivé par l'envie de développer la production en circuit court. Souvent, les maisons de parfum, on parle de Grasse pour la fabrication, on parle de Paris sur l'ancrage des marques, notamment les marques de mode sont liées à Paris. Là, l'idée, c'est de dire que nous, à Troyes, on sait faire aussi des choses. Nous, dans l'Aube, on a différents savoir-faire. Avec le métier des parfumeurs et avec l'énergie de tous, on peut proposer un produit qui est un objet qui se veut haut de gamme et qui peut aller sur d'autres étagères où il y a ces maisons de parfum très parisiennes. La Petite Madeleine est installée à la Technopole de l'Aube. Si les savons sont fabriqués sur place dans un atelier tenu secret, les parfums, eux, sont en partie élaborés en dehors du département. Mais des composants à l'emballage, les produits restent 100% français. En misant sur l'évocation des souvenirs par l'odorat, les parfums s'adressent à tout le monde. Les parfums de La Petite Madeleine se veulent vraiment non genrés, pas pour répondre à une tendance, mais parce que finalement, une odeur, si on ferme les yeux, elle peut paraître masculine, mais sur vous, finalement, elle peut vous plaire. Et typiquement, il y a des hommes peut-être qui veulent porter la rose, et il faut les laisser porter la rose. Actuellement, la vente se fait sur le site internet et dans des parfumeries indépendantes à travers la France. Une autre façon de concevoir la fabrication et l'usage des produits dans une optique plus durable et éthique, c'est aussi le credo d'une start-up alsacienne, Comaun, qui s'est d'ailleurs constituée en société coopérative d'intérêt collectif depuis 4 ans. Elle propose la location longue durée de smartphones et d'ordinateurs éco-conçus, un concept qui a trouvé ses clients partout en France, mais aussi depuis peu en Belgique et en Allemagne. On va aller à la rencontre de Delphine Gross, la coordinatrice commerciale B2B de Comaun. Suivez-moi. Delphine Gross, vous êtes une société coopérative d'intérêt collectif, c'est un statut un peu particulier. Quelle est l'activité de l'entreprise et pourquoi être entré dans ce statut? Oui, alors Comaun est né en partant de 2 constats. Le premier, que le modèle économique de la vente est responsable des mécanismes d'obsolescence programmée. Donc dans un marché saturé, quand tout le monde a un smartphone, un laptop et une tablette, effectivement, ces acteurs-là, pour continuer à vendre, à exister, ils doivent toujours plus vendre. Et le deuxième constat, ça a été que le secteur du numérique a des externalités à la fois écologiques et sociales, donc que ce soit entre le travail des mineurs dans les mines, toute la pollution que ça génère, l'empreinte carbone et tout ça. Donc vous avez créé finalement une activité où vous achetez vous-même du matériel éco-conçu et vous le louez 2 ans ou 3 ans à des particuliers, à des entreprises? Exactement, le fonctionnement est basé sur 3 principes. Donc le premier, l'économie de la fonctionnalité, faire usage d'un appareil électronique plutôt que le posséder. Ensuite, le modèle économique qui est société coopérative d'intérêt collectif. Et le troisième qui est l'achat de matériel éco-conçu plus réparable. Et à qui louez-vous ces matériels? Parce qu'au départ, c'était, je crois, des particuliers qui partageaient vos valeurs. Et ça s'est étoffé aussi bien sur l'Alsace, mais aussi partout en France. C'est ça. Donc là, on est à peu près à une belle égalité entre les particuliers et les professionnels, qui au début étaient qui sont des TPE-PME, et qu'on essaye maintenant d'étendre à des entreprises de plus grande taille. Et partout en France, aussi maintenant en Allemagne
et en Belgique. Voilà, alors ça m'amène à la dernière question sur les axes de développement. C'est un axe peut-être géographique avec l'étranger, mais peut-être aussi un axe avec de nouveaux produits? Exactement, donc là on essaye de chercher des nouveaux produits éco-conçus. Par exemple en Allemagne on vient de lancer le Shift Phone qui est un autre smartphone éco-conçu européen et on essaye du coup de s'étendre à des plus grandes entreprises, d'augmenter nos flottes déjà déployées chez les pros et de toucher toujours plus d'acteurs qui nous ressemblent ou non. Eh ben, on souhaite bon vent à commande, merci beaucoup Delphine Grosse. Merci. On reste en Alsace en changeant encore d'univers pour découvrir une entreprise de Wiversheim, TFT Spécialité. Ce n'est pas une start-up, mais le leader alsacien des préparations pour les fameuses tartes flambées. Et vous allez le voir, pas besoin d'être une start-up pour innover, investir et avoir de grandes ambitions, même dans une activité traditionnelle. Explication en images dans ce reportage signé Charlotte Beckler pour Alsace. En 20 ans, l'entreprise familiale a déménagé 3 fois, d'abord installée dans une entreprise partenaire à Wasselonne, puis seule à Egbolsheim. TFT Spécialité a finalement eu besoin de plus de place. Elle a alors élu domicile dans la zone artisanale du Kochersberg avec une toute nouvelle unité de production, une nouvelle fabrique qui va permettre de passer de 1000 tonnes de production de crème par an à plus de 5000, toujours dans le respect des traditions. Le défi de cette unité de production, c'était d'industrialiser en partie notre process, d'augmenter les volumes parce qu'il y avait une demande derrière, mais tout en gardant la qualité du produit. On le faisait de façon artisanale et l'enjeu était là, on voulait garder la même viscosité, la même qualité organoleptique et tout le travail du dimensionnement, étant donné que c'est un process qui est sur mesure, process qui n'existait pas ailleurs, ça a été de dimensionner les machines, de réfléchir tout le process pour garder ce goût et cette viscosité qui fait la fierté de TFT Spécialité, tout simplement. La préparation de tartes flambées, c'est le credo de cette entreprise alsacienne. Leur crème est une référence sur le marché, notamment grâce au label rouge du lait à la base de la recette, mais aussi grâce au respect très strict des normes de sécurité alimentaire. Le lait, c'est un produit qui est vivant, il contient une flore bactériologique qui lui est propre et qui est nécessaire d'apprivoiser encore une fois pour arriver à le transformer en fromage blanc ou en crème. Donc c'est vrai que ce n'est pas un produit comme les produits de boulangerie qui sont des farines mortes ou des produits relativement stables. C'est quelque chose qui nécessite une maîtrise de la chaîne du froid parfaite et une rigueur au niveau de l'hygiène, du nettoyage et de la propreté de tous les instants. Il aura fallu près de 2 ans et 2 millions d'euros pour faire la part belle à cette crème. Quant au fond de tarte, ils sont aussi le fruit de leur savoir-faire. Ils sont fabriqués sur leur autre site dans le coin de la gare de Rossheim. Pour terminer cette émission, nous allons parler d'un autre secteur traditionnel, celui de l'agriculture et de la viticulture, avec la start-up My Easy Farm implantée à Besanne, à côté de Reims. Elle propose des solutions innovantes, digitales, avec notamment un tout nouvel outil My Easy Carbone qui permet de réaliser, entre autres, le bilan carbone d'une exploitation. On va en parler tout de suite avec Adeline De Vrient, la directrice marketing de My Easy Farm. Bonjour Adeline. Rappelez-nous peut-être rapidement en quelques mots ce qu'est l'activité de My Easy Farm. Merci de nous inviter. Donc My Easy Farm, c'est un éditeur de logiciels, de solutions digitales qui permet de faciliter le pilotage d'agriculture de précision à destination des agriculteurs, mais aussi des professionnels de l'agriculture. Alors c'est quoi l'agriculture de précision ? Alors l'agriculture de précision, le principe, c'est d'intervenir sur sa parcelle, sur son champ, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne dose. Dose d'eau, de phytosanitaire, etc. De semis, donc de semences, de produits phytosanitaires, tout à fait, d'eau, d'irrigation. Alors un avantage, je crois, de votre solution, c'est qu'elle est interopérable, c'est-à-dire toutes les données sont interopérables avec d'autres systèmes. Tout à fait. Alors notre atout chez My Easy Farm, c'est à la fois d'être interopérable, compatible avec tous les matériels agricoles possibles, donc à peu près toutes les marques du marché, des constructeurs agricoles, mais aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté source de données, puisque on le sait maintenant de nos jours, l'agriculteur dispose de beaucoup de data, de données sur sa parcelle. Alors à quel type de marché vous vous adressez, d'ailleurs pas seulement en France ? Alors tout à fait. Donc tout d'abord, nous, My Easy Farm, on s'adresse à la fois aux agriculteurs, mais aussi on s'appuie beaucoup sur le B2B, donc les coopératives, les négociants, puisqu'on fait du B2B2C. On n'est pas qu'en France, on est aussi à l'international.
puisqu'on a ouvert depuis maintenant quelques années un bureau en Italie où effectivement on se développe beaucoup, on a un gros marché d'agriculture de précision. Au Brésil tout à fait, un peu plus récemment, pour couvrir l'Amérique latine. Et on a aussi également des partenariats avec des distributeurs dans les pays de l'Est. Et on a des ambitions aussi en Espagne. Vous êtes aujourd'hui 16 personnes. J'ai vu que vous recrutiez. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus vous voir ce matin. Quel type de recrutement? Alors pour le moment, donc, on cherche un directeur commercial parce qu'on a de beaux projets et de belles nouvelles qui arrivent prochainement. Donc on recrute un directeur commercial et également des sales managers pour développer en France et à l'international. Très bien, bon, on vous souhaite bon vent, Adeline De Vriend. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci Adeline d'y avoir participé. Je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique de Régional. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un bel été.